Donc, bonjour à tous, bonjour chers panélistes, chers publics. Je suis heureuse d'ouvrir ce mois scientifique et aussi d'animer cette table ronde. Comme Vanessa l'a dit, on a un gros sujet aujourd'hui qui est fort intéressant avec des panélistes d'horizons différents. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai oublié de le dire, je suis Marc-Claude Simard, chercheur au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles. Je suis chercheur depuis 2007, d'abord au CJQIU, là, Centre jeunesse de Québec, avant la fusion, et ensuite à la fusion des CCIUS, je suis passée au CRUGEF. On est devenu CRUGEF, dans le fond. Ma spécialisation, c'est surtout au niveau des enfants placés, mais également des questions et des enjeux qui touchent le système de protection de la jeunesse. Donc, pour l'activité d'aujourd'hui, je l'ai dit, on a 4 panélistes de grande expérience et d'horizons différentes, mais qui gravitent tous de près ou de loin dans le domaine de la protection de la jeunesse, de la réadaptation, puis des jeunes qui vivent en placement. Donc, on a Madame Pascal Adam, on a Madame Chantal Beauregard, on a Madame Delphine Collin-Vézina et on a Monsieur André Lebon. Je vais demander à chacun de nos panélistes de se présenter. Donc, on peut commencer par Madame Pascal Adam. Désolée. Bonjour, je me nomme Pascal Adam. Je suis actuellement coordonnatrice en centre de réadaptation. Ça fait 28 ans que je travaille dans ces services. J'ai occupé différents postes cliniques et de gestion. Je suis vraiment quelqu'un qui a un grand respect pour les enfants et les gens qui œuvrent dans ce milieu-là. Milieu qui est complexe, mais à la fois riche. Et c'est ce qui a motivé tout au long de ma carrière de chercher à améliorer les pratiques, améliorer les services pour les jeunes. Et fait que je suis bien contente de pouvoir aujourd'hui vous témoigner un peu de mon expérience et du vécu que j'ai sous cet angle-là. Merci beaucoup, Pascal. Autour de Madame Chantal Beauregard. Bonjour. D'abord, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis honorée d'être avec Delphine, Pascal et Monsieur Lebon. Je pense que c'est des gens qui connaissent bien aussi les milieux de la réadaptation. De mon côté, j'ai débuté ma carrière en 1985 comme stagiaire et je suis restée toute ma vie finalement. Alors, j'ai passé ma carrière en centre de réadaptation à côtoyer cette belle clientèle qui, dans le fond, nous amène à relever des défis quotidiennement, mais qui nous fait grandir aussi grandement. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous partager un peu ça. J'étais un peu intimidée quand on m'a sollicité pour participer à cette table ronde, mais je pense que les jeunes méritent un retour sur l'investissement, puis ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, à plus tard. Merci beaucoup. Donc, maintenant, au tour à Delphine Collin-Vézina. Alors, bonjour à tous et toutes. Je vous rejoins de la France et j'espère que ma connexion va rester bonne là, pour pouvoir être avec vous tout au long de la table ronde. Je suis en France parce que les choses qu'on fait au Québec ont pris beaucoup. Nos collègues français veulent apprendre de nous. Alors, j'espère pouvoir. Je suis donc McGill et psychologue clinicienne de formation. Je suis aussi directrice du Consortium canadien sur le trauma chez les enfants et les adolescents. Et donc, un 25 ans environ là, de connexion avec ce milieu. Et un grand plaisir d'être avec ces personnes fort importantes aussi autour de ce Zoom. Merci d'être là. Merci Delphine. Donc, autour de Monsieur André Lebon. Oui, bonjour. Écoutez, de toute évidence, je suis le plus vieux du panel. J'ai commencé ma carrière en 68 comme éducateur, puis une maîtrise en psychoéducation, puis jusqu'en 86, j'ai été intimement impliqué en réadaptation à Boscoville. Et le hasard a voulu que récemment, j'ai préparé un document sur l'historique des services de réadaptation dans les années 70. Fait que je trouve intéressant votre invitation parce que ça va me permettre de vous un petit peu revenir sur l'aspect historique des années 70, ça a été les années de démarrage. Puis, ayant été membre de la commission et ayant fait différents mandats sur les enjeux, notamment les fugues à Laval, etc., j'ai reconnecté avec la réadaptation ces derniers temps. Alors, je vous partagerai dans un deuxième temps mes réflexions sur ce qu'on a entendu, sur ce que c'est aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité.
Mon micro est fermé, Marie-Claude. Écoute, donc, excusez-moi, je pensais qu'il était ouvert. Ça va bien. Donc, c'est ça ce que je disais, c'est super d'avoir tous ces gens-là autour de du web, là. On aime mieux être en personne, on dirait. Là, moi, c'est la première fois que je sais pas qui est derrière, là, parce que c'est sauf des congrès qu'on a fait, mais là, on dirait dans un panel, on aurait le goût que tout le monde soit dans la salle. Mais c'est quand même intéressant là, de pouvoir partager tout le monde notre point de vue, puis après ça, d'accueillir les questions du public. Donc, moi, je vais prendre quelques minutes, peut-être on s'était dit pas plus que 10 minutes, là, déjà on a un bout d'écoulé, fait que peut-être 7 minutes pour vous faire l'historique du placement institutionnel, mais vraiment en remontant loin, loin, loin. Donc, vous allez voir, peut-être que je vais ennuyer le public. J'ai pas fait de PowerPoint, je le voulais un peu comme, mais ça nous permet quand même de mettre la table pour comprendre d'où on vient. Donc, voilà. Donc, puis, ce qui est intéressant, c'est que notre histoire du placement est très imbriquée avec celle de la France. Donc, avec Delphine qui est en France aujourd'hui, elle est très imbriquée parce que à une certaine époque, on était sous régime français. Donc, puis après ça, on a aussi le régime anglais, l'Angleterre. Donc, on était influencé aussi par l'Angleterre, puis on a été influencé bien nécessairement par nos voisins du Sud, donc par les États-Unis, tous les grands courants qu'il y a eu aux États-Unis. Quand je remonte loin au 14e siècle, pour dire ainsi, il y a la peste noire qui s'abat en Europe. Puis là la moitié de la population de la France est touchée. Puis là, les gens, il y a beaucoup de pauvreté, de mendicité, d'indigence. Puis là, on va voir poindre des institutions pour accueillir les gens, dont les enfants. Mais à cette époque-là, les enfants, ils n'étaient pas considérés comme des enfants, ils étaient considérés comme des adultes en miniature. Puis on les accueillait, non pas parce qu'ils étaient enfants, mais parce qu'ils étaient des pauvres, donc, puis parce qu'ils étaient des indigents. Donc, on les accueillait pas avec une formule particulière, puis on aménageait pas, excusez-moi, les institutions pour accueillir selon les besoins de l'enfant. On n'était pas là du tout, du tout. Donc là, ce qu'on voulait juste, c'était vraiment contrôler le fait qu'il y avait trop de monde dans la rue, puis tu sais, des mendiants et tout ça. Donc, au 17e siècle, donc on voit apparaître tous les grands hôpitaux, les institutions aussi, suite à cette grande vague-là. On va parler là d'une véritable ère d'enfermement des pauvres, mais aussi surtout des enfants qui sont des vagabonds. Puis là, on veut contrôler la stabilité sociale, maintenir l'ordre social. Mais c'est quand même au 17e siècle qu'on va voir que la condition des enfants, on va commencer à s'intéresser à la condition des enfants. Donc, on va commencer à réfléchir. Il y a quelque chose qui se passe. On peut pas juste les enfermer. Ils peuvent pas juste être comme maintenus dans une institution. Puis on fait rien avec eux. Puis on les laisse là. Puis à un moment donné, ils ressortent, mais ils ont rien acquis. Donc, on va commencer vraiment à. Puis la première personne qui s'est intéressée en France, là, parce qu'aux États-Unis, c'est autre chose, là, mais à s'intéresser à la condition des enfants, c'est Vincent de Paul, qu'on connaît pour son œuvre, là, la Saint-Vincent de Paul. Donc, lui, il a vraiment commencé à dire, ben là, les enfants délaissés, il faut s'en occuper. Ce sont des enfants qui ont des besoins, puis j'aimerais maintenant qu'on ouvre des institutions par les sœurs de la charité, puis qu'on prenne soin des enfants, qu'on en prenne soin là comme si c'était des vraies mères, donc pour eux. Donc c'est là que son œuvre a été créée, toute l'œuvre qu'on connaît là aujourd'hui, qui est la Société Saint-Vincent de Paul. Donc lui aussi fondé la congrégation des filles de la charité pour prendre soin de ces enfants-là. Vers la moitié des années 1800, les enfants en difficulté ont été isolés de leur famille. Parce que là, on a considéré que dans leur famille, là, on a commencé à considérer que peut-être dans leur famille, elle pouvait être source de problèmes, la famille. Donc, on a vraiment commencé à accueillir les enfants en se disant, ben là, les familles, ils sont pas très bonnes pour leurs enfants. Donc, on va les amener en institution, puis nous, on va s'en occuper correctement. Donc, on va leur imposer, on va avoir une influence plus positive que la famille, on va avoir une discipline qui est plus stricte, on va avoir un meilleur contrôle puis une meilleure discipline de ces enfants-là. Donc, mais au Québec, nous autres, c'est vraiment plus ça, c'est l'histoire de la France, mais nous, au Québec, c'est vraiment plus au 19e siècle, dans les années 1800, là, que l'histoire du placement institutionnel a débute véritablement. Avant, là, c'était vraiment juste toujours des hospices, tu sais, mettons, juste des hôpitaux qui accueillaient les enfants abandonnés, puis c'est tout.
Donc, nous, c'est marqué vraiment au début du 19e siècle par une moitié où on fait du placement en milieu rural. Donc, on prend les enfants de la ville, puis là, on les envoie en milieu rural dans des familles agricoles pour leur apprendre d'autres valeurs, pour qu'ils arrêtent de traîner, mettons, en ville, dans des familles ouvrières. Puis là, on veut leur inculquer notamment la religion, puis d'autres valeurs. Donc, on les place plutôt dans ce qui pourrait être l'ancêtre de la famille d'accueil, là, dans le fond. Donc, on prend ce qu'on dit aussi les délinquants pour les éloigner de la ville. Mais là, la deuxième moitié de ce siècle-là, donc 1850 et avant, on se questionne plus sur ce placement familial-là. Là, on pense qu'il peut y avoir des problèmes parce qu'on les a mis là, mais on constate qu'il y a des enfants qui sont pas très bien accueillis dans ces milieux-là familiaux. Donc là, on voit vraiment le placement institutionnel commence à gagner en popularité. Là, c'est vraiment là que, puis là, le législateur, excusez-moi, va intervenir en 1869 en mettant sur pied la loi des écoles de réforme, puis la loi des écoles industrielles. Donc, la loi des écoles de réforme, c'est deux lois semblables, la loi des écoles de réforme et celle des écoles industrielles. C'est deux lois semblables, mais une visait à prévenir la délinquance, donc la loi des écoles industrielles, puis l'autre visait à la corriger. Donc, mais ces lois, ils s'apparentent encore à un milieu hospitalier. Tu sais, on fait juste de l'accueil, de la logement, de la nourriture, puis bon, un petit peu d'entretien de ces enfants-là, mais on considère qu'on les a retirés puis on leur enseigne certaines choses, mais pas encore, c'est très, très centré sur des programmes organisés, là, comme on connaît aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, il faut penser aussi qu'on blâmait beaucoup les parents pour les mauvais comportements de leurs enfants. Donc, la famille était vue comme un milieu corrupteur pour ces enfants-là. Donc, puis l'institution était de plus en plus vue comme un milieu supérieur à la famille. Mais comme j'ai dit, il n'y avait aucun modèle d'organisation ou d'intervention qui était précis là, à cette époque-là. Le 20e siècle, il représente vraiment le siècle de toutes les transformations. Le travail, l'école, la santé, la protection de l'enfant sont l'objet d'une législation. Donc, on commence à légiférer sur à peu près tous ces domaines-là. On voit aussi la psychologie qui va vraiment venir teinter aussi la conception qu'on a aussi de l'enfant puis de la protection de l'enfant. Donc, tout le monde, l'enfant est le centre d'intérêt des médecins, des pédagogues, des psychologues, puis des assistantes sociales, qui est une nouvelle profession là, au début du 19e siècle, du 20e siècle, excusez-moi. Et là, on voit quand même poindre le débat de placement familial versus le placement institutionnel. Donc, il y en a qui considèrent que vraiment le placement institutionnel, c'est pas la bonne chose, puis le placement familial, c'est ce qu'il faut faire. Puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est nécessaire pour certains d'avoir des courtes périodes en placement institutionnel, puis bon, pour d'autres, ça va être mieux le placement familial. Puis là, on est au début quand même du 20e siècle quand on a ces débats-là. Puis là, il y a un auteur qui va dire que la simple routine de l'asile, elle donne pas les moyens suffisants pour assurer le bon développement de l'enfant. Les enfants deviennent institutionnalisés, ils sortent des institutions avec un manque de confiance en eux pour affronter le monde. Puis là, on est à la fin, là, début du 20e siècle, quand il nomme cet auteur-là, là, que je pourrais vous dire son nom, mais c'est Letchworth, mais j'ai un petit peu de misère à le prononcer. Je sais pas si je le prononce bien. Donc, les institutions, à mesure que aussi le courant psychologique va grandir, notamment aux États-Unis aussi, les institutions vont faire l'objet de plus en plus de critiques. La surpopulation aussi de ces institutions-là. Puis, dans le fond, aux États-Unis, on va connaître un grand vent de fermeture de ces institutions-là. Au Québec, pas encore, parce que si la religion est très forte, puis c'est les communautés religieuses qui ont ces institutions-là, puis on ferme pas encore les grandes institutions parce que on veut pas aller contre la religion, puis ils ont encore un pouvoir assez fort là jusqu'à la Révolution tranquille, où là on va commencer à connaître une intervention plus grande du gouvernement. Donc, puis pour amoindrir un peu l'influence des religions, de la religion. En 1950, on avait 62,5% d'enfants placés on avait dans des institutions. Donc, c'était le 2/3 des enfants qui étaient placés en institution en 1950. Donc, vers la fin des années 50, c'est là que les institutions atteignent leur apogée. Mais là, avec les années 60, 70, on va connaître un renversement de cette tendance-là. Parce que
comme j'ai dit, avec la Révolution tranquille, le clergé va perdre de ses pouvoirs. Les vastes institutions vont être critiquées. Puis, vraiment, il y en a certains qui vont dire même que dans les années 60, ils connaissent comme un assaut final. Là, on les ferme pour la plupart. Puis là, on favorise le placement familial. Là, c'est vraiment la famille d'accueil. Il y avait une opération qui avait été lancée en 1963 qui s'appelait « Vider les crèches ». Donc là, on voulait vraiment là, on vide les grandes institutions, puis que là, on accueille plus les enfants en famille d'accueil. Qu'est-ce que ça a fait? Puis on va sûrement entendre M. Lebon sur ça tout à l'heure, ou d'autres de nos collègues, mais ça a fait monter les placements en famille d'accueil. Ce qui a fait qu'on a eu 44 000 enfants placés à un certain moment en 70, mais 31 000 étaient placés en famille d'accueil. Donc, on avait plus de 30 000 enfants placés en famille d'accueil. Donc, on a vu à ce moment-là des grandes réformes apparaître. On a vu l'opération, il y a eu à cette époque-là, il y a eu deux grands comités qui se sont penchés, dont le comité Batcha sur le placement des jeunes en centre de réadaptation, puis l'opération 30 000 sur le placement sur le placement tout court, mais qui ont fait le constat qu'on avait un recours abusif à la question du placement. Et là, en parallèle à ça, on a commencé à adopter nos lois, donc notamment la loi sur les écoles de protection de la jeunesse d'abord, qui était plus en 1951. Cette loi-là est venue abroger, donc elle a ôté les lois sur les écoles industrielles puis les écoles de réforme. Puis on a vu cette loi-là qui était une loi pas très, c'est pas qu'elle reconnaissait pas la sécurité ou le développement comme on la connaît là en 1979, mais vraiment c'était une loi, tu sais, juste pour sauver les enfants un petit peu sur le modèle, parce qu'on s'est développé aussi sur le modèle de je vais le dire là, mais sauvetage des animaux, là, voyons, la Société de protection des animaux, là, en tout cas, c'était ça, là. L'idée, c'était vraiment de sauver nos enfants, mais sans grand cadre autour, dans le fond. Donc, on a vu aussi arriver la loi de la protection de la jeunesse qui en 1960, on a commencé à réfléchir à des comités de placement, des comités pour les abus. On étudiait surtout l'abus sexuel puis l'abus physique. Puis, c'est ça. Donc, c'est surtout aussi avec l'influence des grands mouvements aux États-Unis de préservation de la famille, les mouvements de projet de vie permanent, les mouvements de thérapie familiale, que là, on a vraiment amorcé un virage. Puis là, on s'est doté d'une loi là, qui était vraiment une loi qu'on dit le fleuron là, du Québec, là, donc notre loi de la protection de la jeunesse en 1979. Mais là, cette loi-là, pour certains, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle constituait une porte d'entrée pour recevoir les demandes de placement. Donc, certains trouvaient encore qu'on était trop interventionniste, puis d'autres, non. Donc, c'était vraiment encore là, dans la question du placement, depuis toujours, on est quand même dans plusieurs controverses, puis il y a toujours des grands courants, puis des courants qui s'opposent aussi entre eux, donc qui ont des collisions, dans le fond. On a eu aussi la loi sur la protection de la jeunesse de 1979. Elle contenait toute la question de la délinquance était inclue dans cette loi-là. On avait la loi sur les jeunes délinquants de 1908, mais quand c'était assez imbriqué, la délinquance dans la loi sur la protection de la jeunesse. Et c'est en 1984, avec la loi sur les jeunes contrevenants, qu'on va voir que là, on va différencier ces deux problématiques-là, dans le fond, mais qui, en tout cas, dans l'accueil des jeunes, n'a pas été tout de suite différencié tant que ça. Mais quand même, on a sorti de la loi sur la protection de la jeunesse les jeunes qui étaient des contrevenants. Donc, on pouvait placer en fonction d'une ou l'autre de ces lois-là. Donc, je m'en viens vers la fin, là. Donc, on a vu que sur ces premières manifestations, le placement était vu comme un moyen d'enfermer les enfants pauvres, indigents. Ensuite, on l'a vu pour éviter l'infanticide, sauver l'enfant abandonné d'une mort qui était certaine presque.
Puis après ça, le placement est devenu une mesure plus sophistiquée, plus généralisée, pour permettre notamment soit d'allaiter les enfants, les foyers nourriciers, de les accueillir en famille d'accueil. On a vu aussi la montée des problèmes sociaux qui ont fait qu'il y avait beaucoup d'orphelins, donc on les a accueillis, on les a enfermés, on les a éloignés des villes, comme j'ai dit. L'enfant était une menace, donc il était pas nécessairement, il menaçait l'ordre puis la stabilité. Puis tranquillement, là, on a compris aussi que c'était un enfant qui avait des besoins, puis qui était distinct de l'adulte. Donc, à travers toutes ces controverses-là, il y a des gens qui ont dit, est-ce qu'un jour, on pourrait arriver à éliminer le placement? Est-ce qu'un jour, on pourrait arriver à avoir un placement zéro? Donc, ça s'est posé comme question. Il faut dire qu'il y aura toujours des enfants qui auront besoin, de par leur milieu, on souhaiterait qu'il y ait zéro placement, c'est certain, mais de par leur milieu ou leur situation de vie, auront toujours besoin d'un placement, que ce soit en institution ou que ce soit en centre de réadaptation aujourd'hui ou en foyer de groupe ou encore en famille d'accueil. Puis, il y a des modalités de placement qui conviennent mieux à certaines situations que d'autres. Et à travers, on va voir, là, je n'avais pas abordé tout le beau qui s'est fait depuis cette évolution. Mais c'est vraiment, j'ai fait un récit, une histoire lointaine du centre de réadaptation, puis l'avènement de la loi sur la protection de la jeunesse, puis la loi aujourd'hui sur le système de justice pénale pour adolescents. Il y a plusieurs réformes et modifications qui ont transformé ça. Il y a eu différentes approches aussi depuis. Il y a eu l'avènement de différents modèles d'intervention allant de la thérapie de la réalité au modèle psycho-éducatif, à l'approche motivationnelle, aux approches d'empowerment, au modèle sensible au trauma tel que véhiculé par notre collègue Delphine. Et donc, plusieurs changements se sont opérés dans la structure aussi, favorisant tantôt les milieux fermés, tantôt les milieux ouverts, les portes barrées, les portes plus ouvertes, la mixité des clientèles GOFIL, la mixité des mandats, protection de la jeunesse, jeunes contrevenants, les mesures d'isolement de contention, les mesures d'encadrement intensif, les arrêts d'agir. Donc, toutes des belles choses que je suis certaine que les panélistes vont toucher aussi. Donc, dans notre fameuse histoire du placement institutionnel. J'ai pas abordé beaucoup, c'est la dernière petite chose, Vanessa, je sais pas, je suis rendue à combien de minutes, mais la dernière petite chose que je vais aborder, c'est le portrait des jeunes, je l'ai pas abordé, mais dans une étude récente, juste pour mettre la table, que j'ai faite sur le portrait des jeunes placés, le volet juste de leurs caractéristiques, les jeunes démontraient des fréquences élevées au niveau du TDAH, de la médication, des problèmes qu'on n'avait pas nécessairement dans le temps, la médication, puis les problèmes de santé mentale. Puis quand on compare les gars, les filles, ben on voit que les garçons sont davantage mis ça dans les problèmes de comportement, de violence, la consommation, la délinquance, tandis que les filles sont plus dans des comportements, pas des comportements, mais une situation de victimisation. Donc, sont victimes aussi de mauvais traitements psychologiques, d'abus physiques, sexuels, entre autres l'abus sexuel. Puis quand on sonde les jeunes dans cette même étude-là sur leurs besoins, puis les adultes qui les entourent, ils vont nous dire que c'est surtout des besoins au niveau de leur santé mentale, de leur autonomie, la transition à la vie adulte, le marché du travail, la perception de soi, comment je me perçois, puis les relations familiales. Donc, on voit que c'est des besoins qui sont en concordance avec les problématiques qui sont vécues. Donc, j'ai terminé ici. Je vais céder maintenant la parole à nos panélistes. Alors, moi, quand j'ai eu à me préparer pour l'exercice qu'on fait aujourd'hui, je me disais, OK, par quel bord on prend ça? Faire un petit bilan de 35 ans de pratique presque en quelques minutes. Puis, je ne l'ai pas tellement pris, moi, sur le volet historique. Puis, Marie-Claude, je trouve ça intéressant. Puis, je pense que M. Lebon va venir compléter la lignée historique. Je l'ai plus pris de l'intérieur. Comment j'ai vu les choses, moi, au fil du temps. Sans nécessairement m'attarder à quelle époque ou tout ça. Puis j'ai pris 3 volets. J'ai pris la clientèle, le personnel, puis les réformes, les modifications à la loi, les fusions, bref, tout ce qui est la structure et l'organisation. Quand je dis clientèle, je ne l'ai pas pris non plus tant sur le spécifique, mais je l'ai pris de mon regard d'éducatrice à l'époque, de chef de service, de directrice par la suite.
Comment j'ai vu ça, l'évolution en réadaptation? Alors, je vais vous dresser un peu le portrait de ma perception. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est le coup d'œil que j'ai sur cette clientèle-là. Au fond, quand j'ai débuté ma pratique à la fin des années 80, on parlait davantage de mésadaptés socio-affectifs. Déjà, vous voyez que l'étiquette était assez marquante. On parlait de délinquance. Peu importe qu'ils étaient en protection de la jeunesse ou jeunes contrevenants, c'était des délinquants. Quand je disais que je travaillais en centre d'accueil, parce qu'on appelait ça des centres d'accueil à l'époque, c'était comme, ouais, c'est quoi ça? Ouais, ils sont dangereux, les enfants. C'était vraiment une vision quand même qui était, bien qu'il y avait eu une évolution avec la psychoéducation, avec M. Jean-Paul, Guindon et compagnie, il y avait encore dans la société, je pense, ce regard-là. On parlait aussi de la carence affective. Avec Michel Lemay, on avait commencé à explorer ces thèmes-là, puis on disait, oups, c'est pas juste des délinquants, il y a autre chose aussi. Il y avait le côté de toute la psychanalyse, mais qui était un petit peu loin de notre clientèle quand on pensait psychanalyse. On était là, les interventions de groupe, tout passait par le groupe. C'était l'intervention qui était privilégiée. C'était vraiment de ce sens-là qu'on travaillait. On avait certains modèles aussi qui étaient Grant et Sullivan, pour les plus vieux qui sont autour de la table. C'était des approches qu'on avait, le GISNES. On utilisait ces outils-là pour avoir un petit peu un profil de nos jeunes pour essayer d'avoir des approches d'intervention qui pourraient mieux coller à leur personnalité. À cette époque-là aussi, on avait très, très peu de jeunes qui avaient des diagnostics. Les pédopsychiatres disaient, non, ils sont trop jeunes, on ne met pas d'étiquette, on ne met pas de diagnostic, jamais avant 18 ans, ou très rarement. On parlait il y a un profil, il est en voie de, mais on n'avait pas ces connaissances-là d'aujourd'hui. Quand je regarde la notion de, aujourd'hui, là, moi, quand j'ai quitté, on avait à peu près 63% des jeunes qui avaient clairement au moins un diagnostic. On est peut-être rendu à 72 aujourd'hui. La majorité des jeunes étaient diagnostiqués et médicamentés, tellement qu'on forme les éducateurs aujourd'hui à la distribution des médicaments. Puis c'est très bien ici, mais ça parle un peu de l'évolution. Puis peu à peu, nous, dans nos milieux, on a commencé à entendre parler de la négligence. Ah, OK, la négligence, c'est quoi les impacts de la négligence sur ces enfants-là? On a commencé à entendre les impacts de la violence. Comment ces jeunes-là, qui sont soit victimes ou témoins de la violence, c'est quoi les impacts que ça peut avoir? L'attachement, évidemment. Là, les troubles d'attachement, ça nous a amené aussi à avoir une compréhension différente du comportement. Par la suite, puis je vois Delphine, les traumas complexes. Comment on aborde ces enfants-là qui, dans le fond, sont des enfants qui ont été marqués par toutes sortes d'événements dans leur vie. Fait que moi, j'ai vraiment vu une évolution, puis tu l'as abordé, Marie-Claude. On a modifié nos pratiques, on a modifié nos approches. Puis ça, de ce côté-là, je pense qu'il y a eu de l'avancement qui s'est fait dans les connaissances, parce que, puis partout en santé mentale, pas seulement au niveau des centres de réadaptation, mais je pense que l'évolution qui s'est créée dans la société, on l'a vécu aussi dans les services d'hébergement. Puis, au niveau de la protection de la jeunesse, au niveau de l'application des mesures aussi. Fait que je pense qu'il y a vraiment eu des évolutions. C'est sûr que les diagnostics, bon, est-ce qu'il y en a trop? Je pose la question, je ne suis pas là pour y répondre, mais des fois, ça peut peut-être biaiser notre intervention, puis il faut faire attention. Parce que moi, je pense que peu importe le diagnostic ou peu importe l'approche, il faut vraiment centrer notre personnel à aller au-delà du comportement. C'est fait de quoi ce comportement-là? C'est quoi le sens qu'on peut y donner? C'est sûr que pour les unités, pour les services d'hébergement, c'est tout un défi. Hein? On va se le dire, là, pour des éducateurs qui en ont 10, 12, 14, de prendre le temps de savoir que le sens du comportement qu'ils viennent d'avoir à table, c'est relié à tel... C'est un défi de taille, puis vraiment, je pense que... Mais au moins, d'aller vers ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est sûr qu'idéalement, pour la clientèle, moi, je pense qu'il faut viser un traitement ou un service ou une approche individualisée. Individualisé dans un groupe de 12, ça commence à être complexe. Alors, je pense que ça, c'est des enjeux qu'on aura à discuter dans notre deuxième partie. L'autre chose aussi que j'ai vu apparaître, moi, au niveau de la clientèle, c'est qu'on a une vision plus globale de leurs besoins. Des services de santé physique,
santé physique, on s'est bien rendu compte que les enfants qui sont hébergés sont probablement les enfants les plus vulnérables sur le plan physique aussi, que ce soit la santé buccale, que ce soit au niveau du développement. Ils ont des retards qu'on constate qui peuvent avoir aussi des impacts sur leur cerveau ou à d'autres niveaux. Et je pense que les services de santé, entre guillemets, physiques qu'on a ajoutés sont aussi pertinents, puis il faut pousser dans ce sens-là. Moi, j'ai connu des épisodes où il y avait peut-être 1,5 infirmières pour 100 enfants. Ben, aujourd'hui, les ratios infirmières-jeunes ont augmenté, puis ça, c'est une évolution selon moi. Au fil du temps aussi, moi, ce que j'ai vu du début de ma pratique à aller à maintenant, c'est beaucoup le support qu'on a eu de la recherche. Les premières années, il y avait des chercheurs qui s'y penchaient, mais on entendait plus ou moins parler. C'était comme si on était en vase clos un peu plus de la réadaptation. Et au fil du temps, il y a des gens qui se sont intéressés à ce qu'on faisait, à cette clientèle-là. Je pense à La Fortune, je pense à Delphine, je pense à Georges à Québec. C'est des gens qui ont eu un intérêt, qui ont souhaité s'associer à nous aussi. Bien sûr qu'on avait des travaux à faire pour répondre à leurs besoins puis colliger des données pour voir si les approches préconisées ou autres avaient des résultats probants. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui doit demeurer aussi parce qu'on ne peut pas, on est tellement collé sur la réalité de ces jeunes-là quand on travaille en réadaptation qu'on a vraiment besoin d'une objectivation. On a besoin de la recherche qui vient nous dire « attention, il y a des pièges là ou des choses comme ça ». Ça, pour moi, au niveau de la clientèle, de notre compréhension de la clientèle, c'est l'évolution que j'ai vue au fil du temps. Le personnel, alors le personnel, bien là, je vais vous dire, là, je les trouve jeunes. Mais c'est probablement parce que moi, je vieillis, là, mais ils sont vraiment jeunes. On l'a tous été, mais je me rends compte qu'actuellement, dans les services de réadaptation, les jeunes y arrivent, puis ils ont peut-être 2 ans de cégep. Ils sont jeunes. On les appelle des fois moniteurs. Ils ne sont pas encore éducateurs parce qu'ils n'ont pas fini leur cours. Moi, j'ai connu des épisodes dans la fin des années 80 où c'était pas le plein d'emploi. Hein? Alors, quand on avait une chaise dans un service de réadaptation, ben, on la gardait, puis souvent, on faisait 5, 6, 7, 8 ans sur la liste de rappel avant d'avoir un poste. Parce qu'il y en avait des plus vieux en avant de nous qui eux autres avaient des postes et des conditions différentes. Puis à ce moment-là, ça a fait aussi qu'on avait plus de bacheliers dans les murs de la réadaptation parce qu'ils n'étaient pas encore reconnus tant au niveau psychosocial. On avait des criminologues, on avait des psychoéducateurs qui n'étaient pas reconnus comme psychoéducateurs, mais comme éducateurs. On avait des travailleurs sociaux, des psychologues. On avait comme un bassin plus âgé qui faisait aussi que les équipes, des fois, avaient la chance de se consolider. C'est-à-dire qu'on avait des niveaux d'équipe qui pouvaient atteindre là, une cohésion et une cohérence vraiment intéressante, ce qui, de nos jours, est moins probable, disons. Je veux dire comme ça, c'est probable encore, mais moins probable parce que, à ma connaissance, il y a encore beaucoup de postes en réadaptation qui ne sont tout simplement pas comblés. Donc, ce n'est pas une question de liste de rappel, c'est qu'il n'y a personne pour combler ces postes-là. On reconstruit les équipes de façon assez régulière, ce qui amène aussi des conséquences au niveau de la stabilité pour les jeunes. Fait que ça, au niveau du personnel, là, il y a vraiment un tournant. Puis moi, les éducateurs spécialisés, là, puis les autres techniciens, je trouve qu'ils sont excellents. Ils font vraiment du bon travail, mais ils arrivent jeunes. Il faut les accompagner, il faut les supporter. La notion de supervision là, prend tout son sens. Puis pour moi, de la supervision, ben, ça n'existe pas juste du lundi au vendredi parce que ces jeunes-là, ben, on les retrouve sur le plancher les fins de semaine, les soirs, dans les moments cruciaux où est-ce que souvent, ben, ils sont un petit peu tout seuls. Fait que je pense qu'il faut penser à tout ce niveau d'encadrement-là. Mais néanmoins, je me faisais la réflexion que dans le fond, au niveau du personnel ou au niveau de l'éducateur, parce que c'est souvent l'éducateur qui est le plus près de la clientèle, les compétences qu'on recherchait en 1985 puis aujourd'hui, en 2023, sont à peu près les mêmes. Oui, il y a des choses qui ont changé, la compréhension est différente, mais entrer en relation, avoir une alliance thérapeutique qui est significative, savoir s'ajuster en fonction du client qui est en avant de nous, de l'enfant ou de l'adolescent qui est en avant de nous, puis actualiser ses forces à travers le vécu partagé. Je pense que c'est des termes qui étaient vrais à l'époque, qui sont encore vrais aujourd'hui. Fait que je pense qu'il ne faut pas trop s'éloigner de ça, de la base. Puis moi, j'ai toujours trouvé qu'en réadaptation,
quand on s'éloigne, il faut revenir à la base. Pourquoi on est là? Pour qui on est là? Puis c'est comme ça qu'on aide le plus possible les jeunes. Ensuite, je vous dirais aussi que le virage qui s'est fait autant sur le plan clinique, la clientèle puis le personnel, puis qui doit continuer à se faire, c'est passer du contrôle à l'accompagnement. Je pense que dans les centres de réadaptation, puis ça a été dit dans la commission Laurent ou ailleurs, oui, il y a eu beaucoup de contrôle, puis je pense qu'il faut vraiment accentuer le virage, poursuivre les travaux dans ce sens-là, amener les jeunes aussi à avoir un pied dans la communauté davantage, puis c'est réaliste, ça se fait. J'en reparlerai peut-être plus tard, là, mais il y a tout le volet scolarisation aussi, là, puis il y a quelque chose à faire là. Les réformes, les rapports, les modifications à la loi, bien écoutez, c'est sûr que ça a eu une incidence sur les services de réadaptation. Puis je pense que M. Lebon ou Pascal ou Delphine vont pouvoir aussi aller plus loin là-dedans. Mais il y en a eu des bons coups aussi. Moi, la création des centres jeunesse, je n'étais peut-être pas si contente que ça quand ça s'est fait à l'époque. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est probablement quelque chose qui nous a emmenés plus loin. Le fait de mettre la protection de la jeunesse, l'application des mesures, la réadaptation sous le même aile, sous la même gouvernance, ça a amené des effets très intéressants. L'Association des centres de jeunesse aussi, qui a amené une cohésion et une cohérence en province, indéniable. Alors moi, si dans la partie 2, là, vous allez m'entendre en reparler probablement parce que je pense que c'est la CGQ avec le ministère, avec les directeurs, avec les DG des établissements, ont vraiment amené un épisode où est-ce qu'on s'est challengé entre nous avec les chercheurs, parce que souvent les chercheurs étaient partie prenante aussi des travaux qu'on faisait. Alors ça, je pense qu'il y a quelque chose là. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence le rapport Gendreau-Tardif qui nous a tous un peu secoués à l'époque, là, qui nous a dit « Oh, là, il y a un petit peu la réadaptation, il faut qu'elle retrouve son sens. » Puis je pense que c'est encore vrai en 2023. Il y a eu le virage aussi milieu. Le virage milieu, là, dans les années 2000, où est-ce que là, on s'est dit, ben la réadaptation, c'est pas une fin en soi, il faut retravailler avec les familles. Et je trouve que pour la réadaptation, ça a amené la réadaptation externe sur la map, c'est-à-dire les capacités des éducateurs à supporter les familles, toute la notion de faire avec les familles, je pense qu'elle a été développée à ce moment-là. Ça a amené un certain exode des éducateurs chevronnés dans les années 2000, là, parce que quand on a ouvert beaucoup de services à l'externe, veut pas, ces gens-là venaient de l'interne. Mais je dirais que ça a été un virage quand même intéressant parce que ça a amené une nouvelle cohorte d'éducateurs, je pense, ouverts d'une façon différente sur des nouvelles façons de faire et qui a été aussi un événement positif. Puis évidemment, bien, il y a les modifications de la loi en 2007-2008 qui ont amené l'encadrement intensif à être davantage balisé. Ça aussi, c'est un bon coup. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de porte barrée pour travailler avec la majorité des jeunes. Je pense qu'il faut garder un pied dans la communauté constamment. C'est sûr que ça a amené son lot de modifications, son lot de difficultés, les fugues. M. Lebon, vous êtes en mesure d'en parler sur les conséquences que ça a eu, les ajustements qui ont été nécessaires aussi par rapport à ça. Mais il reste que moi, je pense que c'était nécessaire de le faire. Puis encore une fois, à ce moment-là, la CGQ existait. Ça nous a permis de faire le virage provincialement ensemble. Et ça a été un élément important. Il y a la réforme Barrette que je ne peux pas passer sous silence non plus, mais je vous laisse, probablement que vous avez tous lu le rapport de la commission Laurent qui est très, très exhaustif là-dessus, qui nous donne des pistes aussi, qui nous indique aussi ce que ça a créé au niveau de la jeunesse, mais particulièrement au niveau de la protection de la jeunesse, des jeunes hébergés en protection de la jeunesse. Puis l'autre aspect aussi dans ma réflexion, c'est que c'est toujours difficile pour moi d'évaluer l'évolution des services de réadaptation seul. Parce que la réadaptation n'existe pas seule. Si on est toujours rattaché soit à la DPJ, soit à l'application des mesures. C'est un système. Hein? Puis, je pense qu'il faut toujours le regarder de façon systémique aussi. Donc, je vous dirais que c'est un peu ma vision. Je l'ai pris sur ces angles-là.
Puis j'espère que j'aurai des gens qui vont compléter un peu cette perception-là. Merci beaucoup, Chantal. Très intéressant. Est-ce que Madame Adam, ses retours, Ah, super. Donc, Oui, bonjour. Alors, j'ai aussi pris le questionnement sous un angle peut-être un peu plus de l'interne, un peu plus planché, puisque j'ai joué plusieurs postes qui cherchaient justement à soutenir le milieu dans l'adaptation de l'intervention puis dans l'évolution. Et je l'ai pris par période, le changement, la transformation de la réadaptation. Dans le fond, lorsque je suis arrivée, là, quand j'ai commencé ma carrière, on était encore dans une réadaptation beaucoup on travaille l'enfant, beaucoup l'encadrement, le besoin que l'enfant adopte des comportements qui soient prosociaux, mais avec le cadre. On l'accompagnait, mais le cadre avait une importance majeure. Il y avait un peu comme une stagnation. Il y avait peu de formation pour les intervenants. Les premières années de carrière, la formation n'existait pas pratiquement dans nos services. Et par la suite est arrivé il y a eu l'engorgement, la clientèle qui changeait. Tantôt Chantal en parlait. Quand les diagnostics sont arrivés avec la médication, comment les intervenants étaient déstabilisés parce que le propre de l'intervention, c'est de bien moduler les composantes du milieu en fonction des besoins et des caractéristiques d'un enfant qu'on comprend et qu'on est capable de saisir comment l'accompagner. Alors, ça a déstabilisé beaucoup le milieu. On était en déséquilibre beaucoup. Et est arrivé le rapport Gendreau-Tardif. L'époque lancée par le rapport Gendreau-Tardif a sûrement été celle qui a le plus soutenu, qui a le plus permis de soutenir le milieu dans ses changements. Dans le fond, quand Gendreau-Tardif est arrivé, la modalité qui avait été choisie, qui était de consulter puis l'ensemble des acteurs concernés par la réadaptation, a vraiment eu un effet de sortir de l'anonymat, de donner de l'oxygène aux gens, puis de se sentir, les gens de ce petit milieu un peu clos, comme Chantal, on a un peu le même vécu sur ces perceptions-là. Les gens se sont sentis vraiment reconnus, comme si la réadaptation sortait de l'anonymat, puis retournait dans le continuum. Elle apparaissait, puis il fallait la considérer, puis considérer le travail dans le continuum. Donc, le rapport Gendreau-Tardif a amené vraiment des recommandations, des orientations qui ont été prises au sérieux par les organisations, au sérieux aussi par le milieu des services sociaux. Ça l'a permis vraiment d'amener un mouvement de transformation des services de réadaptation à ce moment-là, où on accompagnait les intervenants dans développer leur savoir-faire, savoir-être. On mettait des mots. Un peu avant, c'était moins dans la qualification, dans la prise de conscience de ce qu'était l'intervention. Et par la suite, c'est ça. Dans le fond, il est arrivé Boscoville 2000, qui a réouvert suite au rapport. Boscoville 2000 a été l'accompagnateur de plusieurs milieux. Nous, on a fait partie là, dans mon secteur là, de la recherche à action avec Boscoville 2000 et on parle souvent de la transformation des milieux de réadaptation. Les besoins populationnels, il faut s'ajuster avec les caractéristiques. On oublie souvent que tous ces changements-là, ces complexes et composantes de l'intervention, il faut aussi mettre ce qu'il faut pour accompagner ce milieu-là, l'outiller. Outiller, c'est les intervenants. Les intervenants, c'est l'outil du service. Et Boscoville est venu outiller, reconnaître, faire participer les gens à la compréhension, au développement de l'intervention spécifique à la réadaptation. C'était pas noyé dans un autre type de changement, c'était vraiment spécifique. Ça a aussi décloisonné parce qu'il y avait on a vu des communautés de développement, donc les différentes organisations qui participaient
au développement puis au projet, ben ils pouvaient partager ensemble. Puis ça, c'est resté dans le temps. Les gens là, qui ont vécu ça, c'est leur référence encore à ce niveau-là. Fait qu'on a vu vraiment une effervescence de développement centrée sur structurer, qualifier l'intervention. On a vu apparaître des programmations, l'ajustement des programmations, une mouvance aussi constante des services de réadaptation en fonction des caractéristiques de la clientèle qui bougent aussi. Parce que les caractéristiques des groupes qu'on dessert, qui sont desservis, les caractéristiques des enfants évoluent. Donc, il y avait des modalités, des mécanismes qui permettaient au milieu de s'ajuster, de s'adapter, de se questionner constamment. Je pense que ça a été une des plus belles époques. Après ça est venu le virage milieu, où on a aussi mis beaucoup d'investissements à travailler avec le psychosocial. On était dans le continuum. Il y avait les services intensifs milieu pour essayer d'éviter le placement. On a mis des programmes intensifs à l'évaluer 0-30 jours pour essayer que les placements soient les plus courts possibles parce que la philosophie était les enfants, ben il faut les accompagner, eux et leurs parents. Les parents étaient des collaborateurs, puis on essayait de les amener dans l'intervention, puis de travailler avec eux, travailler plus avec la maison. Des programmes de stabilisation où on se disait, ben il y a des crises qui sont situationnelles, peut-on se donner un court temps hors du milieu et travailler intensivement pour que la suite puisse se faire dans le milieu. Donc, c'était vraiment, là, on était sur une lancée à ce niveau-là. C'était une belle époque de transformation centrée sur le client et le service, selon mon expérience. Ensuite est arrivée la réforme des santé et services sociaux, avec les conséquences qu'on connaît. J'ai envie de vous parler un peu plus des conséquences vécues par les donneurs de soins, par les milieux de réadaptation. On sait tous que ça a été un peu un retour à l'anonymat des services sociaux, la difficulté. Les centres de réadaptation, ça a pris un peu de temps avant de vivre les impacts, mais du moment que le mouvement de clientèle de personnel a commencé, les impacts au niveau des services, aussi au niveau de la DPJ, quand le mouvement est parti, là, on a commencé à avoir beaucoup d'engorgement, mixité de clientèle. Un des impacts de cette réforme-là, ça a, oui, favorisé le travail sur des trajectoires. On a souvent tendance à travailler les trajectoires en commençant par les premiers niveaux de service. C'est très long avant de se rendre à inclure la réadaptation, qui est un bout de ligne dans ces travaux-là. Fait que ça a été long avant qu'on sente qu'on faisait partie de ces travaux-là. À l'interne, quand je dis on, c'est les gens du milieu. Et ça a eu du positif à ce niveau-là, mais beaucoup de déstabilisation des milieux. Tantôt, Chantal parlait de jeunes intervenants. On est dans une nouvelle réalité depuis quelques années où on a une mouvance constante dans le personnel qui est de nos équipes. Donc, il faut qu'on repense tout le système de comment on les soutient, comment on les accompagne, comment on les aide à se développer, comment on les aide aussi à gérer ce que l'intervention fait vivre, parce que l'intervention, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intense. Comment on soutient les gestionnaires qui sont aussi des jeunes gestionnaires et qui sont des gens qui sont sur la première ligne, qui soutiennent les intervenants, qui eux soutiennent les enfants et accompagnent les enfants. Bref, moi, le système, je crois, qui a toujours des impacts. Puis le système doit aussi se transformer au niveau de toutes les composantes. Ça, c'est les impacts de la réforme de la santé et services sociaux. Il faut, on pourra en parler dans aujourd'hui où on en est. Et il y a le rapport Laurent que j'ai pris. J'ai oublié de dire tantôt là, que ce qui a contribué à tout le développement dans la belle période aussi, c'est les balises. Les balises qu'on parlait, les changements de loi, les règlements, les cadres de référence. Ça venait soutenir le changement. Mais on était capable de donner du sens parce qu'on le travaillait dans un sens clinique. Puis, c'était pas juste une règle pour une règle. Donc, c'était plus facile d'amener le changement à ce niveau-là. J'arrivais
au rapport Laurent. Le rapport Laurent a été senti un peu comme une bouffée d'air quand ça a été annoncé parce que c'était un peu vu comme une démarche qui pourrait amener comme le rapport Gendreau avait amené parce que c'était vraiment, on allait consulter l'ensemble de la population et des gens et possiblement que ça va être un énorme levier. Là, on le voit pour le DPJ, l'application des mesures également. La réadaptation, on va y arriver. Quand je vous parlais qu'on travaille par continuum et non, tantôt Chantal disait, il faut vraiment qu'on le voit les uns avec les autres. On ne peut pas les dissocier. Mais on devrait peut-être travailler ensemble ces éléments-là et non les dissocier aussi, même si on a des particularités, parce que c'est ça crée des défis. Ça reste que les recommandations qu'il y a dans ce rapport-là sont les balises et les bases, les orientations qui vont nous amener à repenser la réadaptation pour le futur. Ça fait qu'on en est là. Alors, c'était ma vision des époques de transformation. Merci beaucoup, Pascal. Donc, c'est à toi, Delphine, de nous donner ton point de vue là, par rapport aux moments clés de l'histoire qui ont contribué à la transformation des milieux de placement là, et de réadaptation. Merci, Marie-Claude. Et j'ai donné la tâche à Vanessa de me faire des grands signes si ma connexion est pas très bonne. Et à ce moment-là, donc, je changerai de version, j'enlèverai l'image et donc, ça se transformera en podcast, tout simplement, puisque vous aurez que le son. Alors, pour tout de suite, ça a l'air de fonctionner. On va espérer que ça demeure comme ça. Alors, très contente de faire partie de cette conversation. Je trouve ça tellement enrichissant déjà, là, les conversations qui ont été apportées par mes collègues. Donc, moi, j'arrive avec une lunette de chercheuse et aussi de clinicienne qui soutient le développement des pratiques basées sur les données probantes à travers le réseau. Mon entrée en la matière a vraiment commencé il y a 25 ans, puis vraiment pas en CR. Un peu comme Chantal mentionnait, la recherche à cette époque avait pas nécessairement le regard sur ces enfants en particulier, mais je faisais partie des personnes chanceuses qui participaient au grand chantier qu'on avait au Québec, entre autres l'étude FAST de Robert Posé. Puis j'étais une jeune chercheuse à cogner aux portes des familles pour documenter, faire remplir des questionnaires, puis mieux comprendre la réalité des enfants en protection de la jeunesse. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière en pensant vraiment qu'il fallait que tout ce qu'on fasse, nous, comme chercheurs, ça soit toujours pertinent pour les milieux de pratique, que ça soit toujours collé à leur réalité et qu'on puisse aller toujours dans l'innovation, à répondre rapidement à leurs questions. Ça a changé avec le temps, puis avec les réformes qu'on a, bien sûr, qui ont été nommées. Mais quand j'ai commencé, j'avais la chance de pouvoir baigner encore comme ça. Donc, je suis professeure depuis 17 ans. Puis, ma chance a été de pouvoir collaborer avec Batcha sur leurs questions des services en centre de réadaptation. Donc, ça a été vraiment ma première introduction. Puis, à cette rencontre, le directeur des services cliniques à Batcha pour tous les services de réadaptation m'a accueilli avec une feuille avec peut-être l'ensemble de tous les problèmes de santé mentale possibles dans les DSM en disant voici ce que ces enfants présentent. Puis, on s'est dit, peut-être alors il faudrait qu'on regarde à l'histoire de vie de ces enfants de façon un peu plus importante. Et on est parti à cette époque, plusieurs gestionnaires et plusieurs intervenants et moi pour être formés avec le modèle ARC. Aujourd'hui, je pense pas que ça se ferait, qu'un groupe de chercheurs puis des intervenants, des gestionnaires, qu'on collabore à ce point. Et dans cette équipe, il y avait Assunta Gallo, qui est la DPJ du CIUS Centre-Sud de Montréal. Donc, vraiment, des personnes qui étaient à haut niveau. Puis, on est revenu vraiment fascinés et enthousiastes à l'idée d'amener les approches axées sur le trauma dans les centres de réadaptation. Ça nous a amené à faire une étude phare qui démontrait que lorsqu'on donnait la parole aux jeunes, ils nous rapportaient avoir vécu énormément de traumatismes, toutes sortes de violences, toutes sortes d'abus et de négligences. Mais en même temps, lorsqu'on regardait dans les données officielles, la raison pour laquelle ils étaient placés, de façon non surprenante, ils étaient là pour troubles de comportement. Puis c'est cette étude, moi, c'est vraiment celle qui m'a
le plus habitée, puis c'est celle que j'amène beaucoup pour amener cette transformation qu'on a vu poindre là à travers les dernières années, des approches qui sont plus sensibles au trauma ou axées sur le trauma. Parce que lorsque donc on a fait ce constat, la réalité était que les services en centre de réadaptation étaient à ce moment-là, bien sûr, il y avait la trame de fond de la psychoéducation qui était déjà là très, très forte. Comme Chantal disait, revenir à la base, hein, ça, c'est comme, je pense, un terrain qui va jamais nous quitter, puis espérons-le jamais, parce que le vivre avec, les moments partagés, établir un lien de confiance, on pourra jamais faire fausse route en pensant ces principes-là. Mais ce qu'on avait rajouté à ça, c'était les approches cognitivo-comportementales qui ont été très, très dominantes dans les centres de réadaptation, qui ont apporté aussi beaucoup de belles choses, des ateliers, une programmation beaucoup plus structurée, avoir vraiment une vision là, clinique de la fonction du comportement. Donc, vraiment, l'idée ici de critiquer ce qui était présent et pas de jeter tout ça parce qu'il y avait des très beaux morceaux. Mais un des éléments qui a été mentionné par mes collègues, c'est que c'est des approches qui ont beaucoup misé sur la conformité, sur l'obéissance, sur l'apprentissage des règles. Puis je vous donne un exemple qui vient de pas très longtemps de ceci. C'est lorsqu'on fait des formations sur les approches axées sur le trauma, des gestionnaires, des intervenants qui nous disent, tu sais, il y a pas longtemps, Delphine, on était encore en train d'accueillir le jeune qui rentrait dans notre unité avec le code de vie. Puis là, ça, c'était notre façon de l'accueillir. Hein? Et certains milieux m'ont dit, là, on n'est pas fiers, mais il faut qu'on dise qu'il y a jusqu'à tout récemment, ensuite, pour être sûr que le jeune l'avait lu, bien, on lui posait des questions. Il y avait comme un examen pour pouvoir être sûr qu'il avait pris le temps de lire le code de vie. Donc même si on garde certains éléments, moi, ce que j'ai pu voir dans mes dernières années, c'est à quel point il fallait rajouter autre chose. Puis peut-être revenir encore plus à la base dont parlait Chantal pour passer du contrôle à l'accompagnement. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Puis un accompagnement qui est là, qui a toujours été là, mais un contrôle qui a pris beaucoup trop de place. Même si on a enlevé le titre délinquant à ces jeunes, il y a quand même une partie des services qui reposait sur l'idée que ces jeunes, s'ils étaient là, c'est quand même en raison d'un problème qu'ils avaient. C'est en partie parce que il y avait quelque chose à corriger. Hein, donc, on devait corriger ces comportements. Et donc, depuis 10 ans, on a beaucoup déployé. Puis Chantal me rappelait qu'on avait collaboré ensemble au tout début là avec l'escargot. Puis je collabore bien sûr aussi beaucoup avec la Naudière, oui, Pascal. Et donc, vraiment, aujourd'hui, on a plusieurs CCCIUS qui ont décidé de prendre l'aventure de se dire, mais est-ce qu'on peut aller vers autre chose, un regard qui va peut-être être plus bienveillant, retourner à un aspect plus affectif, plus relationnel? Quel est le but? Quelle est la raison? Pourquoi ces enfants sont là? Est-ce que vraiment, on va dire d'un enfant en CR qu'il est là parce qu'il a des choses à travailler? Est-ce que c'est vraiment ça la raison pour laquelle ce jeune est là? Ou est-ce qu'en fait, c'est peut-être le meilleur endroit où il peut être pour se développer, s'épanouir, avoir des opportunités d'apprentissage? Et donc, moi, j'ai vraiment mes 17 années de collaboration sont celles où je vois vraiment cette transformation s'opérer au Québec de façon fondamentale. Juste par ma propre comme collaboration, puis je le sais que je suis pas la seule à apporter les approches axées sur le trauma dans les milieux, mais juste par ARC là, qui vient par moi, il y a plus de 1000 intervenants en foyer de groupe et en centre de réadaptation qui ont été formés. Alors, il y a cette transformation et je pense qu'elle a été appuyée aussi par les recommandations récentes là, à la commission Laurent où j'ai pu témoigner et où d'autres personnes sont venues témoigner de cette importance d'apporter vraiment un milieu de vie plutôt qu'un endroit où on corrige le comportement. Et comment est-ce que cette transformation va s'opérer dans le futur? Ça sera la suite de notre conversation. Mais je voulais dire, puisque je suis en France, que vraiment, on peut être fier. J'avais envie de le dire tout de suite. On peut être très, très fier du modèle du Québec parce que
nos collègues du Nouveau-Brunswick, nos collègues de l'Ontario ont beaucoup modelé là, des transformations qu'ils sont en train de faire dans leur propre milieu sur celles que nous, on avait entamées. Et en France, et dans une grande francophonie aussi en Europe, les yeux, ils sont sur nous présentement. Alors, je voulais le dire parce que on a des fois, bien sûr, l'impression quand on fait des bilans, puis on aura plein de choses à dire sur ce qu'on rêve du futur, puis des choses qui vont peut-être qu'on souhaite parce qu'on est encore dans un tournant. Mais je pense qu'on peut être vraiment, vraiment fiers. Puis c'est vrai que la roue tourne. Je voulais mentionner parce que Pascal, tu as mentionné Boscoville 2000, puis Boscoville est un partenaire aussi dans ses approches axées sur le trauma. Donc, on est tous comme un terrain commun. Puis, je pense que c'est vraiment important là, parce que l'important, c'est de travailler tout le monde en collaboration pour le bien des enfants. Alors, merci beaucoup. Je vais passer la parole à mon collègue André Legault. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Très bien. Écoutez, j'ai très envie d'aller à aujourd'hui, mais je vais quand même insister sur ce que moi j'appelle l'âge d'or 1.0. J'ai aimé tantôt que vous évoquiez que le rapport Gendreau-Tardif a insufflé une sorte de vent de fraîcheur et que ça a amené une sorte de vitalité au domaine. Mais moi, je vais vous ramener à la première vitalité qui est celle des années 70. Et d'abord, il faut que je vous dise que moi, je trouve que j'ai un parcours privilégié parce qu'en 68, quand je suis rentré en psychoéducation, c'était à l'époque où on étudiait, on travaillait et même, écoute, j'avais à peine fini ma maîtrise que j'enseignais en psychoéducation. Alors, c'est une époque quand même assez exceptionnelle parce qu'on pouvait, c'est comme si on participait à construire l'avion tout en étant dedans. Alors, c'est une période exceptionnelle, puis c'est une période de développement. Je pense que ça, on oublie parce qu'on est tellement dans les contraintes aujourd'hui. Les années 70 à 80, ça a quand même été des années exceptionnelles de développement où on faisait un diagnostic sur la réadaptation qui était quand même sévère. Je vais revenir là-dessus. Alors, j'ai besoin, parce que la psychoéducation, ça a été comme à la base de la professionnalisation de la profession d'éducateur et de la réadaptation. Dans le fond, entre 70 et 85, on est passé, je vais vous donner des chiffres tantôt, entre du personnel de bonne volonté, mais pas formé, à du personnel qui avait une formation. On est passé de l'occupationnel à des milieux qui tendaient à ajuster leur intervention sur une connaissance des jeunes. Alors, pour moi, la psychoéducation a amené beaucoup d'éléments qui, encore aujourd'hui, sont nécessaires. Alors, pour moi, l'ADN de la psychoéducation, ça reste le fer de lance, l'ADN de ce que devrait être l'approche éducative en milieu de réadaptation. Alors, on l'a évoqué, aujourd'hui, on en parle ad nauseam, mais c'est avec la psychoéducation que la notion de savoir, savoir-être et savoir-faire ont été mis de l'avant. C'est intéressant parce que ça venait dire que pour faire ce travail d'accompagnement-là, il fallait être capable de comprendre le jeune. Ça prenait des connaissances. Et là, ce que je tiens à souligner, puis moi, je parle de façon systémique, là, je ne parle pas des individus, je pense c'est foudroyant les avancées qu'on a faites dans le monde de la recherche, dans le monde de la recherche appliquée, et c'est extraordinaire actuellement que le Québec compte d'équipes de recherche à la fine pointe des connaissances. Et moi, actuellement, on y reviendra, mais on a un problème actuellement de garder ce lien-là entre la connaissance et le travail appliqué que font les équipes éducatives. Pas parce qu'il n'y en a pas de connaissances, mais je reviendrai sur les éléments systémiques qui, d'après moi, affaiblissent le travail des éducateurs. Alors, le savoir, ça devenait important. Comprendre qu'est-ce qu'ils vivent les jeunes, etc. Le savoir-faire, ça a été le propre de la psychoéducation. Finalement, on est arrivé à définir que le vivre avec, parce que la psychoéducation, c'est l'art et la science du vivre avec. Fait que dans ce sens-là, il n'y avait pas de petits et de grands événements.
c'était comme accompagner le jeune, c'était de le faire à l'intérieur d'une vie quotidienne et se présenter des opportunités pour aider le jeune à se comprendre, à transformer ses difficultés en possibilités. Et donc, tout ce qui était la question d'organiser un milieu, d'animer des activités, d'utiliser ce matériel-là à des fins pédagogiques, c'était la notion de savoir-faire. Et là-dessus, la psychoéducation a amené beaucoup de choses qui sont encore très valables. Mais l'élément essentiel, ça a été de dire, écoute, l'éducateur, son outil de travail, son principal outil de travail, c'est sa personnalité. Parce que ce qui est important dans le travail d'accompagnement, c'est la relation. Et ça, moi, je pense que ce sont des vérités qui ne sont pas historiques. C'est un enjeu. Accompagner, c'est le travail d'éducation, c'est le travail de la réadaptation, et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Puis je développerai plus tantôt, mais quand tu évoquais, Delphine, qu'on n'était pas... Tu sais, il faut revenir à la notion de milieu de vie. C'est pas juste de corriger le comportement, c'est pas juste le contrôle, il faut revenir à un milieu de vie qui anime. Donc, pour moi, c'est un accompagnement vers l'autonomie et non pas un contrôle des comportements nocifs, puis une action, punition, récompense. Alors, dans ce sens-là, j'évoque qu'on a au Québec une base, puis tantôt, Delphine, tu disais, encore aujourd'hui, on a un attrait à l'extérieur du Québec parce qu'on a développé ces choses-là d'une façon intéressante. Moi, mon seul mot, c'est avec la commission Laurent, avec le rapport Gendreau-Tardif, c'est que si on veut que ça reste vrai, il faut arrêter de fragiliser nos milieux. Puis moi, là-dessus, je vais vous lancer un cri du cœur tantôt, là. Malgré qu'on augmente nos capacités de connaissance, malgré qu'il y a des liens dans certains milieux plus ténus entre la recherche appliquée et le développement de nouveaux programmes, de façon générale, de façon systémique, on a fragilisé le milieu de la réadaptation. Puis je vous donnerai des exemples tantôt. Alors, ce que je veux revenir, c'est que les années 70 ont été des années de dénoncer, tu sais, quand on dit la relation comme outil de travail, et c'est là qu'on s'est mis à dire, écoutez, l'ingrédient de la relation, là, puis je vous les rappelle, mais je sais que vous les connaissez, stabilité, continuité, intensité. Tantôt, je vais vous poser des questions. Est-ce que ça existe encore dans un milieu de réadaptation actuellement où le monde tourne à vitesse grand V, où on est sur des listes de rappels, où un enfant peut connaître jusqu'à 100 éducateurs différents dans un mois? Je veux dire, est-ce qu'on a encore des conditions pour avoir la prétention qu'on fait un accompagnement rééducatif? Je ne blâme pas les individus. Je me dis, mais quand ton monde de travail fait que tu n'es jamais dans la même unité, que tu es toujours en remplacement, que tu n'as aucun mécanisme qui fait que tu rentres dans une unité, ben alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du contrôle, tu vas tenir les murs, puis malgré que nos connaissances évoluent, puis qu'on est capable d'envisager de travailler sur les traumas, qu'on est capable d'envisager plein de prises en compte de données de connaissances, ben on n'a pas les outils pour se servir de ça. C'est ça mon propos actuellement. Alors, je veux revenir tantôt dans l'historique. Mme Simard a fait référence à deux rapports importants dans les années 70, le rapport Batcha et l'opération 30 000. Je vais dire un mot sur l'opération 30 000, puis je vais vous donner quelques statistiques pour faire sourire, mais ça parle du travail de reconstruction ou de co-construction qu'on a fait dans ces années-là. Et moi, je pense que le défi d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des recommandations du rapport Laurent, j'y reviendrai, de tenir des états généraux sur la réadaptation, de remettre tout le monde autour d'une table, de parler de nos bons coups, de parler de ce qui est fragilisant, puis de revenir peut-être à des positionnements systémiques pour dire, écoute, il faut protéger ça, ces enjeux-là, au détriment de ce qui nous affaiblit. Fait que moi, là, je retiens de la commission Laurent que des états généraux sont nécessaires. Fait que, tu sais, quand je parlais de l'âge d'or des années 70,
pour moi, c'est le développement 1.0. On est allé avec Gendreau Tardif en 98-2000, on est allé à 2.0. Mais là, aujourd'hui, là, on est comme 45 ans plus tard, les choses évoluent vite. On est dû pour un tune-up, on est dû pour une mise à niveau, on est dû pour un chantier. Puis parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on a des solutions, parce qu'on a des connaissances. Mais je vous ramène des années 70, bougez pas parce que là, j'ai juste un problème d'accès à mes connaissances. Bon, écoute, juste un mot sur l'opération 30 000. L'opération 30 000, ça a été une opération d'inventaire. Ça n'a pas été une opération de réflexion sur nos pratiques. C'était simplement un constat qui a été initié sur la base d'une constatation spectaculaire qui disait au Québec, on place plus que dans l'ensemble des 9 autres provinces au Canada. Fait que là, l'utilisation du placement apparaissait comme excessive, puis on s'est dit, il faut absolument essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, pourquoi retire-t-on autant des enfants de leur famille naturelle et les plaçons-nous autant? Fait que juste vous rappeler des statistiques, là, au moment de l'opération 30 000, il y a plus de 30 000 enfants placés, mais il y en a 24 690 placés en milieu substitut. Et dans ce temps-là, c'est une majorité de garçons, c'est 57 de garçons, c'est 43 de filles. Et les pourcentages, là, il y a 6 de 0-4 ans, il y a 46 d'enfants 5 à 13 ans, quand même, les 6-12 ans sont fortement représentés. Il y a 46 après ça d'enfants 14-17 ans. Fait qu'on voit que c'est assez balancé. À partir de 6 ans, on utilise beaucoup. Dans le temps, 60 des placements sont faits en mode L4S. Dans ce temps-là, c'était le chapitre 48. On n'utilisait pas la loi de la protection de la jeunesse. C'était quand même des placements qu'on peut dire volontaires, hein, d'un commun accord avec la famille, qui n'étaient pas tout. Il y en a 35 seulement dans le temps qui étaient des placements sous l'article 15, qui est devenu la loi de la protection de la jeunesse, puis 4 qui était l'article 20, qui était la loi des jeunes délinquants, qui est devenue la LSJPA. Fait que ça donne un portrait. Après ça, il y a eu le rapport Batcha. Juste pour vous dire qu'en 1975, on avait 73 centres d'accueil indépendants au Québec, autonomes, indépendants. Alors, 73 milieux avec des approches différentes. À l'époque, le ratio d'éducateurs, c'était 3 éducateurs par groupe de jeunes qui allaient de 10 à 30 jeunes. C'était pas exceptionnel qu'il y ait des groupes de 15, de 20, de 30 enfants, encore. À l'époque, là, dans 63 des 73 centres existants, il y avait un enjeu de manque de formation. Il y avait 44 du personnel qui avait aucune formation, aucune. Des gens de bonne volonté. En fait, il y avait seulement 35 du personnel à l'époque qui avait une formation dite adéquate. Ça veut dire un fondement de formation, que ce soit de DEC ou universitaire, parce qu'il y avait quand même. Alors, en 75, là, dans le personnel qu'on disait non formé, il y avait 50 des gens qui avaient suivi aucun cours. C'était des gens vraiment de bonne volonté. 47 étaient en formation en cours d'emploi. Alors, on voit que le mouvement est amorcé. Là. Les milieux voulaient tendre vers du personnel qui irait chercher des bases. Puis, il y avait 4 en 75 qui étaient des gens en voie de compléter leur formation continue ou formation dite en exercice. Juste pour rappeler que tout ça se faisait, je parlais d'une époque où on ne manquait pas d'argent, on était en développement, mais il faut quand même rappeler que les établissements n'avaient aucun budget en 75 de soutien à la formation. Les éducateurs qui s'en allaient se former n'avaient aucune modification à leur horaire. Il n'y avait aucun soutien financier et il n'y avait pas de remplacement quand ils s'absentaient.
Fait que tout ça pour vous dire que c'était pas des conditions facilitantes. Alors, la scolarité moyenne du personnel en 75, c'était 13,69 ans d'études, ce qui était moins qu'un diplôme d'études collégiales. Fait que tout ça, puis écoute, là, on parle de la jeunesse, hein, là, on a évoqué la jeunesse actuellement, on dit, ah, là, les éducateurs sont jeunes. Juste vous dire qu'en 75, les éducateurs avaient en moyenne 2,65 ans d'expérience. Voyez-vous, moi, je trouve que malgré toute notre évolution, malgré que notre base de connaissances augmente, puis qu'on a beaucoup plus d'éclairage, écoute, c'est comme si on était revenu à cette époque-là. On parle de personnel qui n'a pas beaucoup d'expérience. Oui, le personnel est plus formé, mais on parle d'un contexte de pratique où il n'y a pas de stabilité. On parle d'un contexte de pratique où il y a des conditions de travail qui sont difficiles pour les intervenants, j'entends. Alors, je vous donne en trois paragraphes, les conclusions du rapport Batcha à l'époque. Puis tant qu'à moi, c'est ce qui justifierait des chantiers sur la réadaptation. Un bel arrêt, là, c'est parce qu'il y a des choses. Écoutez bien ce qui était dit en 75. Les conditions de travail des éducateurs sont difficiles dans la majorité des centres d'accueil. Le temps de présence continue sont longs. Les horaires ne permettent pas d'inclure préparation et observation et l'éducateur est vite à bout de ressources. Plus important, le travail des éducateurs est mal rémunéré et mal reconnu. Il est évident que le travail de l'éducateur est considéré comme du cheap labor. Ça, c'est en 75. Sur le plan de la supervision professionnelle, la situation est elle aussi insatisfaisante. Rares sont les centres d'accueil qui offrent à leurs éducateurs la supervision et la consultation à des experts dont ils ont besoin pour faire face à la connaissance des jeunes qui sont avec eux. L'éducateur se retrouve à affronter seul des situations difficiles, sans support, sans conseil, sans encouragement. Soulignons, toujours en 75, finalement que la définition du rôle de l'éducateur, ou du moins la manière dont cette définition est comprise dans les nombreux centres d'accueil, relègue l'éducateur à des tâches de surveillant. Être présent, voir à la discipline, faire des activités occupationnelles. Moi, je regarde, là, on a des équipes de pointe actuellement, on a des programmes qui sont des programmes pilotes qui développent des nouvelles stratégies, mais de façon générale, là, moi, quand j'entends les témoignages des gens, c'est à ça qu'on les ramène. Fais de l'occupationnel, tiens les murs, assure la discipline, puis arrange-toi pour pas que ça déborde. Alors, dans ce sens-là, moi, il y a une phrase que j'aime, c'est « On hésite trop souvent à faire confiance à l'éducateur. On limite ses initiatives alors que c'est lui qui est présent, qui organise et anime le milieu dans lequel baigne l'enfant. Étant en relation intime et constante avec le jeune, cet éducateur arrive à connaître ce jeune souvent mieux et de façon plus concrète que tous les autres professionnels experts qui l'entourent. Moi, j'aimerais nous rappeler ça, à quel point le travail de l'éducateur est un travail noble. Puis ce que je viens de dire, c'est qu'on a établi cette noblesse-là avec le temps. Alors, pour moi, il faut revenir à cette reconnaissance de l'importance du travail de l'éducateur et aux outils qu'il faut lui permettre d'avoir dans son environnement pour qu'il puisse faire ce travail d'influence. Il faut lui redonner des conditions qui permettent ça. Alors, les impacts du rapport Batcha, juste vous dire qu'après le rapport Batcha, il y a eu un passage, là je reviens plus à ton aspect historique, Marie-Claude Simard. Écoute, on a eu vraiment un passage parce que 73 établissements qui étaient en majorité sous la responsabilité des communautés religieuses. Alors, après le rapport Batcha, ça a été un mouvement vers la prise en charge de l'État des tâches qui étaient religieuses. L'autre chose, c'est un passage graduel après le rapport Batcha, évidemment à géométrie variable,
du personnel des communautés religieuses vers un bassin de ressources humaines laïques. Dans les années 75, là, il y avait encore beaucoup de personnel des communautés religieuses. Après ça, passage graduel vers la professionnalisation, vers la formation, puis un passage graduel vers l'intégration de principes de connaissances, d'approches psychoéducatives, etc. Alors, les deux impacts, là, ce qu'on doit à ces deux rapports-là, Opération 30 000 et rapport Batcha, ça nous a permis d'avoir une révision de la loi et ça a permis l'avènement de la loi de la protection de la jeunesse en 1970, qui était quand même une loi d'avant-garde, qui était quand même une loi qui venait dire qu'on avait une approche sociale au Québec du traitement et non pas une approche judiciaire puis légale. Alors, il y a eu ça. Puis l'autre élément qui a été un des impacts du rapport Batcha, ça a été le fait qu'il y a eu de la professionnalisation. Fait que dans ce sens-là, là, vivent les années 70 qui ont mis au monde une nouvelle profession, qui ont attiré le regard sur l'importance de l'accompagnement des jeunes. Et on reviendra, il y a eu le 2.0 Exgendro tardif. Tantôt, on parlera, tant qu'à moi, de l'obligation de faire un refresh. Il faut mettre notre réadaptation sur le lift. Il faut mettre les gens qui connaissent ça ensemble pour qu'ils viennent nous rappeler à quelles conditions on peut faire du bon travail. C'était mon apport historique. Merci beaucoup, M. Lebon. Merci à tous les panélistes pour ce regard historique-là. Il y a plein de choses qui se sont dites. Là. Moi, ça me donne le goût de rebondir. Mais là, on manque de temps. Hein? C'est pas étonnant parce que c'est tellement passionnant. C'est un sujet qui nous passionne tous. Ceux qui sont là sont sûrement aussi le public passionné par ça. Donc, on avait une deuxième question à adresser aux panélistes. Puis là, je vais devoir couper les échanges un peu entre les panélistes, mais on a une deuxième question qu'on voulait adresser aux panélistes pour c'est quoi la perspective future? Donc, c'est le regard sur l'avenir maintenant. Qu'est-ce qu'on doit, c'est quoi notre regard sur la réadaptation? Puis le milieu institutionnel, quelles transformations sont encore nécessaires pour répondre aux besoins des jeunes de façon optimale? Donc, si on pouvait, chaque panéliste, essayer dans tous vos propos, peut-être pas de prendre 10 minutes, si on veut garder un certain moment pour prendre les échanges là avec le public. Donc, peut-être s'en tenir à peu près à quelques propos, là, peut-être 5 minutes par panéliste. Là, puis après ça, on pourra échanger entre panélistes un petit peu, puis garder 10 minutes pour les questions du public. Donc, je vais y aller avec Chantal comme pour repartir. Écoutez, en quelques mots, là, moi, je souhaite vraiment que les services de réadaptation, d'abord, soient vus comme un épisode dans le traitement du jeune et pas une fin en soi. Là. Je pense que c'est pas un projet de vie, là, la réadaptation. Puis, moi, j'ai vu des prolongations de placement, puis je grinchais, là, surtout chez les plus petits, là, à un moment donné, il faut regarder autre chose. Fait que je souhaite vraiment qu'on travaille de façon systémique avec le milieu de vie de réinsertion de l'enfant. Ça, pour moi, c'est un must. Là. Et ou, si c'est un adolescent avec ses choix à lui, comment on peut l'accompagner dans un projet qui lui ressemble. Bref, il y a quelque chose à faire là pour diminuer la durée des placements. Moi, je pense qu'il y a un objectif là. Améliorer les services en santé mentale, autant pendant le placement des jeunes qu'après leur départ aussi. Puis les CCSUS devaient nous aider à avoir des trajectoires de services. Je pense qu'il faut pallier là-dessus pour que vraiment, quand ces jeunes-là arrivent dans la société, qu'on puisse les accompagner aussi. La scolarisation, moi, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser avec les commissions scolaires sur le fait que ces enfants-là, selon moi, doivent intégrer l'école du quartier, doivent rester dans la communauté le plus possible. Puis ça se fait. Moi, j'ai connu des épisodes où est-ce que j'ai créé des services dans une communauté où il n'y avait pas de classe à l'interne, qui n'ont pas eu le choix d'aller à l'externe. Fait que, coudonc, on avait 90% des 100 enfants qui allaient à l'école externe. Fait que ça, je pense qu'il faut le travailler. Il faut le travailler avec les commissions scolaires. Je peux comprendre que des fois, d'avoir ces enfants-là dans des classes à l'interne, c'est moins dérangeant, mais ce n'est pas des aides de travailler comme ça. Moi, je pense que ça, il y a quelque chose. Puis d'ailleurs, tous les rapports nous disent que les enfants qui sortent des services de réadaptation sont sous-scolarisés. Je pense qu'il faut qu'on regarde cet aspect-là. Puis mon souhait, c'est que provincialement, on puisse offrir
la même qualité de service dans les régions. Et ça, c'est pas toutes les régions qui ont la chance d'avoir des chercheurs ou des instituts universitaires. Puis je pense qu'il y a du rayonnement qui doit avoir lieu davantage pour permettre à chacune des régions d'avoir des outils ou du support de façon équitable. Alors, dans ce sens-là, moi, c'est clair pour moi qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse au niveau provincial. Je le pense pour la réadaptation, je le pense pour l'application des mesures, je le pense pour la DPJ aussi, là. Mais il ne faut pas penser que la réadaptation n'a pas besoin et que le DPJ peut penser pour la réadaptation. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Fait que moi, je vous dirais, là, évidemment, le personnel, il faut en prendre soin, il faut l'accompagner, il faut le superviser, on l'a dit, là, mais en quelques mots, ça résume ma pensée. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Adam, Pascal, tu veux y aller? Oui, pour le souhait pour la réadaptation, Monsieur Lebon, merci. J'ai constaté que moi, je voyais que j'avais vécu un cycle dans ma carrière, mais je constate que cycle et cycle qui font toujours évoluer, là, mais on y revient. Moi, je crois qu'on est rendu au cycle de repenser la réadaptation, la repenser avec les caractéristiques et les besoins des enfants et des familles en 2023, qui sont pas les mêmes que lorsqu'on les avait pensés peut-être dans les années que je vous parlais tantôt. Il faut revoir l'ensemble des modalités. Je pense qu'il faut aller au-delà de juste repenser les éléments comme on le faisait avant. Est-ce que les modalités de réadaptation devraient être celles qu'on connaît? Est-ce que les activités devraient être pensées de la même façon, la façon de les offrir? Est-ce que le scolaire, Chantal l'a fait? Je pense que à peu près toutes les régions sont en réflexion. Mon souhait, c'est qu'on se rassemble, qu'il y ait une démarche structurée au niveau provincial parce que on a besoin d'être ensemble. Je le disais tantôt, on a besoin de s'alimenter, de se soutenir. Tout ça pour pouvoir offrir des services mieux adaptés aux enfants jusqu'au prochain cycle. Et qu'on mette en place des modalités qui vont permettre au milieu de faire face à ça. Parce que des fois, on descend avec des exigences, des attentes, mais on ne soutient pas le milieu. Puis, je pense que tous les panélistes l'ont dit, l'outil de la réadaptation, c'est l'être humain qui agit l'intervention. Donc, il doit aussi être au cœur pour être capable d'avoir l'enfant au cœur de nos préoccupations. Super, merci beaucoup. Autour de Delphine. Oui, ben en fait, quelques points, puis qui recoupent aussi des choses là, que mes collègues ont dit, mais moi, j'appuie l'idée vraiment qu'il y ait vraiment des directives plus claires. Peut-être que ça sera à travers les États généraux. Peut-être qu'il y a vraiment un nouveau chantier qu'on a besoin de faire pour avoir des directives claires. Je trouve que toutes les initiatives qui sont vraiment magnifiques que je peux observer un peu partout dans mon travail que je fais reposent sur des individus. Et je trouve que ça, c'est vraiment fragile comme système et d'avoir des belles directives qui peuvent appuyer ensuite les milieux ainsi que les ressources, bien sûr. Je pense que ça, c'est vraiment primordial. L'autre élément, c'est que on a parlé que le terme était centre d'accueil, puis ensuite c'est centre de réadaptation. Puis je pense que j'invite à l'idée que si on veut passer par une revalorisation de ce milieu, qu'on pense à aussi repenser même le nom. C'est un centre d'accompagnement, c'est un centre de soins. C'est un centre pour vraiment accueillir, appuyer. C'est un milieu de vie pour les enfants. Le centre de réadaptation ne rend pas justice à ce qui peut vraiment se produire dans ces milieux. Et pour compléter ce que Chantal mentionnait, c'est vrai que c'est pas un projet de vie, puis ensuite, il faut réfléchir à comment on peut s'assurer qu'on a d'autres projets de vie qui sont peut-être plus normatifs qu'on peut proposer pour les enfants. Puis en même temps, le pendant de ça, j'aurais envie de dire que c'est pas non plus un échec complet si un enfant doit avoir besoin d'un centre de réadaptation à un moment, parce que c'est peut-être le meilleur endroit où on va répondre à ses besoins. Puis, il y a souvent ce discours à l'effet que c'est le bout de ligne. C'est comme si on a échoué alors lorsqu'on est rendu là, où les enfants peuvent aussi, eux, avoir entendu, mais si t'arrêtes pas, je t'envoie en CR. Puis c'est comme quelque chose comme la punition. Puis moi, j'aimerais vraiment dire que j'ai vu des milieux de vie, puis je le dis vraiment avec honnêteté, où j'aurais pu imaginer mes propres enfants y vivre.
Alors, c'est vraiment pas rien. Il y a des endroits qui sont des milieux de vie extraordinaires, puis il y a tout un continuum, bien sûr, avec des endroits qui auraient besoin un peu plus de soutien. Puis mes 2 derniers points, c'est vraiment que je pense l'importance de la formation à tous les niveaux, à tous les paliers, puis entre autres avec la magistrature, qui a été un peu absente de notre conversation, mais ce sont eux qui vont prendre des décisions particulièrement importantes. Les éducateurs ne sont plus appelés maintenant comme experts pour venir donner leur opinion sur la valeur des visites supervisées avec les parents, les contacts, la réunification. Est-ce qu'on devrait changer de milieu? Est-ce que ça serait souhaitable? Et ça, c'est vraiment triste parce que ce sont eux qui ont l'expérience et l'expertise et qui voient ce jeune au quotidien. Puis le tout dernier point que je voulais dire, c'est que je pense qu'il va falloir qu'on fasse grandir beaucoup à travers nos initiatives, ce qu'on voit poindre, puis que je veux vraiment saluer là, leur courage et leur détermination, c'est les groupes comme celui, par exemple, du collectif des anciens jeunes placés, qui prennent vraiment une place importante. Puis peut-être que toutes les commissions qu'on a nommées dans l'histoire, c'est la place de ces jeunes, peut-être qui manquaient à certains égards. Il y a eu une place très importante à la commission Laurent qui leur a été faite. Puis je pense que ça leur a donné un tremplin, c'est du moins ma perspective, pour prendre aujourd'hui la parole d'une façon aussi importante. Et donc, pour vraiment s'assurer que n'importe quoi qu'on va faire, en tout cas dans le futur, il faut vraiment que ça soit avec, par et pour la clientèle, en fait, qui est touchée par cette réalité. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais aussi aller à l'essentiel. Je vais y aller un peu comme vous avez fait. Qu'est-ce que je reste? Alors, je réaffirme que le moment est venu d'avoir des états généraux pour mettre en commun tout ça. Je fais du pouce, Delphine, sur ce que tu as dit. Et il faudrait mettre à contribution les ex-enfants placés parce qu'ils sont venus à la commission nous dire des choses très intéressantes. Alors, quand on parle des enjeux de ce que serait la version 3.0 de la réadaptation, ben, je pense que ça serait un retour vers la notion de milieu de vie et de milieu d'accompagnement où l'objectif ultime serait d'accompagner un enfant vers son autonomie. On le sait, le but ultime, c'est de faire en sorte qu'au sortir de ce passage-là, il puisse être autonome, c'est-à-dire il a un métier possible, il a un logement possible, il a un réseau d'amis possible, Donc, c'est ce que les jeunes viennent nous dire que c'est pas ce qu'ils ont. Ils sont laissés à eux-mêmes à la sortie du centre de réadaptation et on les a mal préparés à cette transition à la vie adulte. Fait que pour moi, le passage en réadaptation, c'est d'amener l'enfant à ce passage à l'autonomie et à la vie adulte. Alors, l'autre point que je vais mettre de l'avant, pour moi, il faut arrêter notre fixation sur la scolarisation pour être capable d'envisager la qualification professionnelle. Pour la grande majorité, puis là, je ne veux pas empêcher ceux qui ont le talent et le potentiel de se scolariser et d'ouvrir vers l'avenir. Mais si on était sur un accompagnement personnalisé, on verrait qu'il y a une grande majorité de ces enfants-là qui ont un passé d'échec avec le milieu scolaire et qui seraient, et moi j'ai connu ça en Suisse, là. J'ai connu en Suisse des jeunes qui étaient en centre d'accueil, qui étaient inscrits à un programme de qualification professionnelle sur la base du compagnonnage, comme au Moyen Âge. Et les jeunes étaient dans un apprentissage de métier, non pas dans un DEC, mais avec un ouvrier, électricien, name it, boulanger, plombier. Et ces jeunes-là étaient heureux de s'inscrire dans un apprentissage de métier qui se faisait sur 5 ans, comme un apprenti avec son artisan, et qui chaque année faisait qu'ils accumulaient des nouvelles habiletés, des nouvelles connaissances, puis au terme de l'exercice, ils avaient une formation professionnelle, ils avaient un salaire. Moi, j'ai vu l'effet de cette, de se sentir grandir, investir, devenir capable d'acquérir des formations. J'ai vu l'effet sur les comportements. J'ai vu des jeunes qui étaient
beaucoup moins en crise parce qu'ils se développaient. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ça serait très facile d'envisager, puis il y a d'ailleurs Déclic qui actuellement prône un projet comme ça pour l'après, mais on pourrait l'initier, ce projet-là, pendant le séjour en réadaptation, puis au lieu de dire on va te mener à un échec scolaire, tu diplômeras pas, tu vas avoir rattrapé un petit peu de français, un petit peu de ci, mais de toute façon, pas de diplôme, pas d'avenir. Alors, peut-être qu'on pourrait les intéresser assez rapidement à choisir un métier qui colle à leurs intérêts, à développer des habiletés, puis à les préparer à l'autonomie, à la vie adulte, par la qualification professionnelle plus que par la scolarisation. Alors, autre cible, on a des milieux externes qui sont venus nous dire, nous, on est des milieux communautaires, mais on travaille avec la santé mentale, ça ne nous fait pas peur. On travaille avec les gens qui n'ont pas de logement, ça ne nous fait pas peur. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense qu'il y a une convergence à faire dès la réadaptation pour que les milieux de réadaptation s'ouvrent aux milieux externes, s'ouvrent aux milieux communautaires et que la collaboration commence dès le début de l'avancée vers l'autonomie et non pas une fois sorti. Fait que je pense qu'on aurait tout intérêt à avoir des alliances stratégiques avec des organisations qui veillent sur le logement, ça serait des accompagnateurs extraordinaires, puis ça viendrait non seulement enlever de la pression sur le milieu de la réadaptation, mais ça viendrait créer des passerelles qui deviendraient utiles pendant et après le départ de la réadaptation. Fait qu'écoute, dans ce sens-là, là, on aurait des gains dans tout le continuum. On n'aurait pas juste un gain à la sortie parce que le jeune connaît des références. On aurait un gain dès le départ. Alors, pour moi, l'élargissement du partenariat, avec les jeunes qui viennent nous dire, mais avec les organismes communautaires en santé mentale. Tu sais, puis il y en a là, des organisations actuellement qui aident les jeunes à avoir une approche de dire j'essaie d'identifier moi-même où sont mes zones grises, puis je vais développer des capacités d'aller chercher l'aide autour. On fait ça en psychiatrie. De plus en plus, on amène les adolescents à être capables d'identifier eux-mêmes, de détecter eux-mêmes le période de crise, les voies de passage possibles. Ben, je pense que ça serait un peu cette philosophie-là qui devrait animer nos orientations Puis le dernier, c'est il ne faut pas que ça soit juste des projets pilotes, il faut que ça soit une façon de faire généralisée, de connecter les connaissances, les équipes de recherche avec les équipes de pratique. Les gens, vous l'avez nommé tantôt, les jeunes qui viennent en réadaptation ont des conditions maintenant de santé mentale, ils prennent des médicaments, ils ont des épisodes de toutes sortes. Alors, la complexité du besoin nécessite des alliances professionnelles. Il faut arrêter d'y aller un par un, puis un à la fois. Il faut travailler ensemble avec les milieux communautaires, ensemble avec les chercheurs, puis ensemble avec les spécialistes qui peuvent nous amener un éclairage sur ces comportements-là pour mieux les comprendre, mais surtout pour développer des stratégies éducatives pour soutenir le jeune dans ces épisodes-là. Alors, pour moi, les fameux états généraux devraient mettre la table à créer, tantôt on en parlait, un positionnement systémique, une sorte de cadre de référence qui dit dorénavant, on veut travailler comme ça, avec ces cibles-là, dans une perspective d'accompagnement. Et le jour où on va faire ça, il va falloir dire nos conditions de travail, et là je ne blâme pas les individus, doivent veiller à permettre que les éducateurs sur le plancher ont des conditions de travail qui leur permettent de faire ce travail de relation-là, parce qu'il y a une stabilité, parce qu'il y a une continuité, parce qu'il y a un noyau d'équipe qui est soutenu, supervisé, qui a lui-même accès à des connaissances
et que ça lui permet de faire un travail en partenariat avec un élargissement de partenaires. C'est ça la nouvelle vocation de la réadaptation. Il faut qu'on puisse la nommer. Il y a plein de gens capables de le faire. C'est pas un manque d'expertise. Fait que moi, je me dis, on l'a fragilisé, notre système. Mais moi, je me dis, il est encore temps parce qu'on a les joueurs clés pour rappeler à l'ordre le gouvernement que c'est pas en fragilisant, c'est pas en mettant des objectifs de performance, c'est en mettant des objectifs d'accompagnement et en redonnant les conditions aux gens pour qu'ils retrouvent la flamme qui les a amenés à choisir ce métier-là. Parce que moi, dans les conditions actuelles, là, moi, je pense que j'ai été un bon éducateur. Je pense que ces fondements-là m'ont permis de faire ma carrière de façon intéressante et stimulante. Mais aujourd'hui, s'il fallait que je travaille en changeant tout de groupe à chaque fois que je change de chiffre de travail, que je sois devant des gens en grande difficulté, qu'on me demande juste de contrôler, mais pas d'accompagner, parce que de toute façon, je les revois pas. Je les revois une fois de temps en temps. Ben, si on n'agit pas là-dessus, on ne fera pas de miracle. C'est malheureux parce que ça va à contrario de tout ce que les connaissances scientifiques nous disent. Fait que je me dis, abreuvons-nous de notre expertise, ne la liquidons pas, bonifions-la, redonnons voix au chapitre à ces gens-là et à ceux qui ont vécu le système pour qu'ils viennent nous rappeler ce dont ils ont besoin. Merci. Merci, c'est fort intéressant. Je vais juste prendre 2 minutes juste pour faire un petit résumé avant de prendre les questions, là, 10 minutes de questions du public. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Juste dire que c'est certain que l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de voyager à travers le temps puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On a entendu, c'est ça, des choses super intéressantes. Il y a des choses qui se font aujourd'hui aussi. Il y a eu beaucoup de rapports, il y a eu beaucoup de... j'ai aimé le parallèle avec les années 70 où on disait l'opération 30 000, mais maintenant, bon an, mal an, au Québec, on a 11 000 enfants placés, dont à peu près 2-3 000 en centre de réadaptation. Donc, puis, c'est toujours encore le 55 % garçons, 45 % filles. Puis, quand on s'en va en contrevenant, là, on va avoir du 20 % filles, 80 % garçons. Donc, on voit quand même que les gars, c'est sûr, sont encore pas, on n'est pas encore à du 50-50 garçons-filles. Donc, c'est les garçons dans leur comportement aussi qui sont souvent ciblés par ça. Mais effectivement, comme l'a dit Delphine, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces comportements-là? Puis essayer de comprendre le comportement, ça deviendrait quand même une mission assez importante qu'on commence à se donner là, par les approches comme Delphine promeut. Je veux aussi, au bénéfice de mes collègues à Québec, mais dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font en centre de réadaptation actuellement, aussi avec, je pense que quand on voit ce que vous avez fait au niveau des fugues dans votre rapport, Monsieur Lebon, mais qui a occasionné un plan d'action sur les fugues du ministère et dont la première mesure est d'harmoniser les pratiques en réadaptation. Donc, quand j'entends Chantal dire ma préoccupation, c'est il y en a qui ont des instituts universitaires, d'autres non. Ils travaillent étroitement avec les chercheurs, puis on le voit pour certains milieux qui ont la chance de travailler avec les chercheurs que ça évolue. Effectivement, mais c'est vrai que ça serait bon qu'au Québec, on essaie d'harmoniser en prenant quand même en considération les particularités régionales de chacun qui couvre certaines régions de grands territoires puis des réalités peut-être différentes de la ville. Donc, ça aussi, c'est un enjeu important. Je veux quand même lancer un message qu'au Québec, moi, j'ai mon premier pas en 93 en centre de réadaptation comme stagiaire à l'Escale, on a évolué vraiment beaucoup. Et je tiens à le dire parce que ça m'a fait chaud au cœur aussi quand Delphine dit, on ramène nos pratiques en France, puis les gens sont, je suis fière d'aller me présenter ça, puis on est pris en modèle. Donc ça, faut pas l'oublier dans tout le message. Je pense que du temps où je témoignais l'autre fois à Pascal, tu sais que on remettait un habit de la même couleur à tous les enfants au centre de réadaptation dans le temps. On donnait des jeans, un T-shirt orange, un T-shirt vert ou un T-shirt mauve. Là, aux jeunes, on a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Et je pense qu'on continue d'évoluer. Et il restera toujours cette espèce de pénurie de main-d'œuvre, de ressources aussi financières à investir. Puis je pense que le message de M. Lebon, c'est
quelle sera la volonté du gouvernement d'investir aussi dans nos services. Donc, c'est ça aussi qu'il faut, tu sais, c'est un enjeu auquel on n'a pas beaucoup de pouvoir, les gens sur le terrain ou encore donc on fait avec, puis il y a des belles choses qui se font dans ce contexte-là. Donc, voilà, et j'invite maintenant soit les panélistes à réagir ou encore les gens à poser leurs questions. Je pourrais peut-être vous partager quelques commentaires qu'on a eus dans le chat. Puis ensuite, peut-être y aller avec les questions du public, étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Puis je sais qu'on doit mettre fin à la rencontre à 13h, si ça vous va. Somme toute, les commentaires, les gens semblent avoir beaucoup apprécié votre présentation. On a des remerciements pour la qualité de la présentation, puis de dire que ça permet finalement de se situer dans l'histoire pour réussir à mieux se projeter aussi dans l'avenir. C'était l'objectif de la présentation, donc je suis heureuse que ça ait pu répondre à ce besoin-là. Mélissa Gaudreau aussi qui dit « Je vous remercie tellement de mettre les mots justes sur les émotions et les sentiments qui m'habitent depuis plusieurs années. Merci de nous décrire la réalité de nos centres de réadaptation. » Donc, je sens que les propos que vous avez dit, vraiment, ça leur rejoint concrètement le vécu des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On a également Marc-Claude Sénécal, orthophoniste en milieu scolaire depuis plus de 20 ans, dit « Je vous appuie dans votre cri du cœur d'arrêter la fixation sur la scolarisation. Les états généraux de la réadaptation au sens large et incluant le milieu scolaire sont nécessaires. » Je vais maintenant avec une question qui nous arrive de Mme Danielle Marchand. Donc, est-ce que la judiciarisation, donc le tribunal de la jeunesse, est trop dominant dans la prise en charge de ces enfants et leurs familles, à l'instar de la L4S lors des demandes de placement sur une base volontaire? Puisque, selon Mme Marchand, donc les placements volontaires permettent de mieux accompagner le milieu familial dans l'esprit de co-collaboration et non dans la confrontation parents-intervenants en autorité sous la DPJ. Est-ce que Delphine, oui, tu voudrais intervenir? Oui, je voudrais répondre à Daniel. Bonjour Daniel, on se croise dans plusieurs événements. En fait, je réponds à côté parce que, en fait, je crois vraiment que plus on va aller vers des mesures volontaires, plus, bien sûr, on a la capacité de pouvoir travailler avec la famille d'une façon vraiment très harmonieuse. On part déjà ça dans un aspect collaboratif. Mais ce que je voulais mentionner, c'est qu'il y aura toujours, bien sûr, des placements involontaires qui sont sous la loi de la protection de la jeunesse. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est notre façon de présenter quel est le projet exactement. Hein, je vois encore trop souvent des projets, des plans d'intervention où le jeune arrive en centre de réadaptation, puis c'est écrit que le jeune doit apprendre à gérer sa colère. Tu sais. Donc, c'est ça qui est l'objectif, c'est ça qui va lui permettre de sortir aussi du centre de réadaptation. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le langage, dans notre façon de, cliniquement, qu'est-ce qui appartient à l'enfant réellement, qu'est-ce qu'il s'en vient faire lui ici, puis qu'est-ce que le parent lui aussi doit faire, puis qu'est-ce que lui doit faire de son côté. Puis nous aussi, comme intervenants, qu'est-ce qui est de notre ressort? Fait que je pense que même dans un contexte non volontaire, où là, on n'a pas la belle collaboration qu'on espère, on a du chemin à faire pour que réellement, comme l'odieux de tout ça ne tombe pas sur l'enfant, ce qui est encore trop majoritairement le cas. Donc, c'est ça que j'avais envie de répondre à ta question. On a un petit bout de chemin qu'on peut faire puis qu'on peut continuer à faire aussi de notre côté. Merci Delphine. Est-ce qu'une autre personne voulait réagir à la question? Peut-être juste dire que ça a été un sujet chaud à la commission Laurent, que cette hausse actuelle de la judiciarisation, écoute, on va à l'encontre de l'esprit de la loi de la protection de la jeunesse de 79, qui était une loi de déjudiciarisation. En fait, on mettait la préséance du social sur le judiciaire. On a complètement glissé au fil des réformes. On a eu des effets pervers. C'était pas ce qu'on souhaitait, mais finalement, on s'est retrouvé à plus judiciariser pour toutes sortes de technicalités de la Cour. Puis on vit actuellement, là, je pense qu'on a pogné la quintessence de la judiciarisation ces temps-ci, là, parce qu'il y a des problèmes de justice, il n'y a pas assez de juges, on a des remises qui traînent les décisions. Je veux dire, on fait beaucoup de tort actuellement avec la judiciarisation à outrance. Puis, notamment pour les situations de placement à long terme, ça devrait être quelque chose qui se discute autour d'un objectif pour l'enfant. Delphine l'a un peu abordé en disant qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant comme objectif. Je veux dire, on pourrait s'entendre sur
un objectif commun où l'enfant s'y retrouve et non pas sur des évocations de problèmes de comportement qu'il faut contraindre ou enlever du décor. Fait que je pense qu'il y a un changement d'attitude. Je pense qu'il y a des gens prêts à le faire, plein de gens prêts à le faire, mais c'est un travail, ce glissement-là, il est préoccupant. Merci, M. Lebon. D'autres commentaires qui nous arrivent. J'en prends peut-être 2 derniers là, avant de vous dire un petit mot de la fin puis de vous remercier. Donc, on a un commentaire, c'est vraiment enrichissant. C'est aussi rassurant de constater que le PQJ 2.0 s'inscrit dans cette vision de développement des pratiques permettant la diminution des écarts entre l'institution et la vie adulte. Donc, on est dans l'accompagnement et les apprentissages avec les jeunes. Et on a également une personne qui nous soulignait que le rapport Laurent nous a invités à se réapproprier des programmes qui ont été probants, tout en impliquant des nouveaux modèles, des nouvelles approches, des nouvelles pratiques d'intervention qui sont souhaitées par la recherche. Donc, tout ça exige un accompagnement qui est rigoureux, qui est motivé, mais aussi qui est l'assurance d'une appropriation par l'ensemble des acteurs qui sont engagés sans omettre une supervision dans l'esprit d'un continuum évolutif pour assurer la pérennité de tout ça. C'est en somme une révolution du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Donc, je trouvais que c'était un beau commentaire pour un beau mot de la fin, finalement, suite à tous les propos que vous avez dit aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour vous remercier, Mme Beauregard, Marc-Claude Simard aussi pour l'animation, Mme Adam, M. Lebon, Delphine, Colin Vézina. C'était très, très, très enrichissant. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que les gens avec nous ont aussi beaucoup apprécié. Donc, je vous rappelle là, pour les gens qui sont dans la salle que la présentation a été enregistrée. Donc, si vous avez des collègues qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, ça va être possible dans les prochains jours de rattraper la présentation. Donc, je te laisse peut-être, Marc-Claude. Oui, juste une seconde. Je remercie aussi tout le monde, comme Vanessa. Je te remercie vraiment, toi aussi, pour l'animation. Je veux juste remercier vraiment nos panélistes d'avoir accepté si généreusement l'invitation. Là, c'est précieux là, pour nous, un centre de recherche, d'avoir des gens comme vous qui viennent participer à nos événements. Donc, c'est super pour aussi le public. Je voulais aussi dire qu'il y a des enjeux auxquels on n'a pas touché là, dans l'histoire, comme notamment le 60 Scoop, qui était une grosse vague de placement d'enfants des communautés autochtones. Je vous invite à venir à assister dans le mois scientifique à la conférence de Michèle Audette, qui est sénatrice, qui a accepté de venir parler du placement de ces jeunes-là et de la réconciliation. Donc, je voulais quand même faire ce point-là parce que on n'a pas voulu évacuer, mais on n'a pas voulu mettre l'accent puisqu'on allait avoir dans le mois scientifique des gens qui allaient venir en discuter. Donc, je remercie aussi le public d'avoir assisté. Donc, voilà.